représenter. OK, donc apparemment, on est en train d'être enregistré là. C'est très bien. Donc, on a d'un côté les variables qui sont mesurées, les individus qui sont mesurés également, et puis les passations ou le temps de mesure, ou les occasions, ou les vagues. Hein, ce sont tous des synonymes pour le BTC. Donc, dans le design développemental classique, on a à un moment donné, donc une seule passation, on va mesurer des individus différents qui se distinguent par rapport à leur âge. Des enfants de 5 ans et en même temps, on mesure des enfants de 7 ans. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire du longitudinal. Donc, on veut prendre nos enfants de 5 ans ici, mesurer sur une certaine variable, ça aurait pu être la même ici, et les remesurer après pour qu'on ait bien quelque chose d'intra-individuel, c'est-à-dire les mêmes personnes qui sont mesurées pour avoir bien le cas des mesures répétées. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est une étude qui est beaucoup plus conséquente et coûteuse, mais qui permettra de tirer des conclusions qui sont plus solides que celles de comparer des groupes d'âge différents et inférer par rapport à leur changement. Dans une étude classique, ce qu'on a, ce n'est pas seulement des individus avec des âges fixés comme 5 et 7, on a différents âges, donc plusieurs individus, plusieurs passations et même plusieurs variables. Donc, on est vraiment dans une optique plutôt multivariée. Ce qu'on essaie de faire, c'est tirer des conclusions par rapport à comment les personnes changent, comment les personnes évoluent. Et là, on utilise vraiment ce terme très classique, très technique aussi de intra-individuel. Comment la personne évolue dans le temps. Alors, ici à gauche, je représente des données qui viennent d'une étude classique en développement, peu importe ce qui est représenté. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux groupes, un groupe expérimental, un groupe contrôle. Donc là, déjà, on accepte le fait que probablement on a deux groupes de personnes différentes. Donc là, c'est quelque chose de plutôt inter-individuel, plutôt between subjects. Et puis, à l'intérieur de chacun des groupes, on a trois conditions marquées par ces chiffres 12, 1, 14, 8, 17, 7. Et on voit que dans le groupe expérimental, on a les données ici représentées. Avec un noir, c'est la réponse moyenne, peu importe ce que c'est la VD. On voit qu'il y a cette moyenne qui se baisse au fur et à mesure que ce chiffre augmente. Hein, donc, on parle là vraiment de différence, tandis que dans le groupe contrôle, ça reste stable. Alors, dans l'étude d'origine, on n'avait pas seulement deux groupes, mais on avait 6 groupes en fait, parce que même les conditions étaient attribuées à des personnes différentes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce type de design? On va parler dans une terminologie plutôt intra-individuelle. On va dire que la moyenne a diminué, qu'il y a eu une diminution, c'est-à-dire un changement négatif, alors que personne a été mesuré d'une façon répétée. Donc, on veut nous bouger de cette optique de différence entre les personnes, différence interindividuelle, pour pouvoir tirer des conclusions de type intra-individuel. L'idéal, ce serait que chacun aille passer par ces trois conditions, voire même dans les deux groupes. Alors, évidemment, il y a toute une question méthodologique à se poser par rapport aux effets de retest, etc. Je disais tout à l'heure l'importance de la variable temps. Alors, dans des études classiques en développement, on peut mesurer un échantillon de personnes 3 fois dans le temps, par exemple. Ici, on a un échantillon, c'était des jeunes femmes qui ont été mesurées sur leur taille en centimètres à 3 vagues. Une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Évidemment, les données représentées de cette façon-là, c'est juste une grosse confusion. Il n'y a pas beaucoup d'ordre, on ne peut pas inférer grand-chose. Si par contre, on réorganise ces données avec une autre définition du temps, pas temps égal vague, mais plutôt temps égal âge en année, eh bien, on voit que là, il y a quelque chose qui se dégage, peut-être un peu plus d'ordre, une courbe, une relation entre la variable indépendante, maintenant temps égal âge plutôt que temps égal vague, et la taille de ces jeunes femmes. On voit qu'il y a effectivement une évolution qui est très forte au départ, après plutôt exponentielle. Ici, ça se tasse, on arrive à un asymptote majeur. Donc, c'est très important de savoir quelle est, du point de vue théorique, du point de vue théorique, quelle est la définition du temps qu'on veut utiliser, parce que ça va impacter fortement ce qu'on va faire du point de vue analytique dans l'analyse. Pour revenir à ce chapitre, ce qui est, je pense, pas mal utile là-dedans aussi, c'était la définition de 5 objectifs de base. Donc, le premier objectif, je l'ai déjà mentionné, mais on ne le dira jamais assez. Ce qu'on veut faire avec une étude dans laquelle on étudie un phénomène en relation au temps, dans sa constance et dans ce changement, c'est d'abord de pouvoir tirer
des conclusions directes sur le changement intra-individuel. Comment une personne évolue, comment une personne change. Pas quelle est la différence entre deux personnes mesurées au même temps, mais qui ont des caractéristiques différentes. Si on identifie ça, eh bien, peut-être on s'intéresse à voir est-ce qu'il y a des personnes qui ont un changement intra-individuel plus marqué que d'autres. Donc là, du coup, on retombe dans les différences entre les personnes. Donc, différences inter-individuelles, voire même similarités, hein, s'il n'y a pas de différence, dans les changements intra-individuels. Donc, il faudra que si on utilise un modèle pour analyser ces données, qu'on puisse avoir des paramètres qui soient associés à ces deux buts-là. Le troisième but est plutôt multivarié, admettons qu'on ne mesure pas seulement ici la taille de ces jeunes femmes, mais également, par exemple, leur poids ou d'autres caractéristiques. Est-ce qu'il y a des liens entre la croissance, le changement de taille et le changement sur d'autres variables? Donc, analyse des interrelations de le changement comportementaux. OK, ça peut être intéressant, évidemment, si on a une vision multivariée. Si on reste dans l'univarié même, qu'est-ce qui peut déterminer ces changements intra-individuels? Alors ici, on a utilisé une définition très classique, l'âge. On sait très bien que l'âge chronologique ne signifie pas grand-chose. C'est juste la distance entre la naissance et le moment auquel on a mesuré quelqu'un. Peut-être faudrait-il parler d'âge biologique ou autre pour remplacer cette définition-là et voir s'il y a d'autres causes, d'autres déterminants de ces changements intra-individuels. Donc ça, c'est plutôt en lien avec le premier objectif. Une fois qu'on a identifié les changements intra-individuels, on peut se poser la question de quelle est la base de ces changements intra-individuels, qu'est-ce qui détermine ces changements intra-individuels. Et puis, si on identifie des différences ou similarités au niveau interindividuel, qu'est-ce qui détermine ces différences-là? Et donc là, également, on pourrait ajouter des prédicteurs et voir s'il y a des personnes qui ont un changement plus marqué que d'autres. Juste pour rappel, ce méthode transversal qu'on avait représenté ici à gauche reste un raccourci pour ça. Hein, ça reste un raccourci pour l'identification de changements intra-individuels. C'est très utile du point de vue méthodologique. Hein. Je ne veux pas du tout dire que la recherche, la recherche transversale n'a pas son utilité. C'est vraiment très, très utile si elle est bien faite. Ça peut nous pousser à mieux attaquer une recherche longitudinale. Donc, ce que j'aimerais faire là, c'est juste vous dire deux mots sur la base de ces modèles mixtes linéaires, multiniveaux, hiérarchiques. Ce sont d'autres termes par rapport à ces modèles-là qui sont plutôt issus de la tradition de la régression, donc la régression linéaire ou non linéaire, hein, ça peut aussi être non linéaire. Et puis, d'autre côté, vu que la demande était donnée analyse longitudinale et modèle de croissance, on peut là aussi parler de ces modèles de croissance qui sont plutôt dans la tradition de modèles à équation structurale. Je vais parler surtout des similarités entre les deux, parce qu'il y a une équivalence mathématique directe entre les deux sous certaines conditions. Et donc, on va utiliser deux packages dans le logiciel R. Le premier est très utilisé pour ces modèles mixtes linéaires et non linéaires. Et le deuxième, il est très utilisé pour les modèles d'équation structurale dans R. On va utiliser ces deux packages sur les mêmes données et retrouver les mêmes estimations, donc les mêmes paramètres. Voilà. Le temps normal, c'est quelque chose qu'on fait sur un semestre, pas en une heure, mais bon. Allez, on y va. Donc ça, c'est une représentation graphique de ce modèle plutôt de croissance. Je dis croissance parce que c'est la représentation qui va main dans la main avec les modèles à équation structurale, dans laquelle on représente avec des carrés des variables qui ont été mesurées. Imaginez ici, on a une variable y qui a été mesurée 5 fois. Alors, on peut dire 0, 1, 2, 3, 4, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est égal. On a 5 de ces carrés-là. Eh bien, ce qu'on aimerait faire, c'est, sur la base de ça, estimer deux choses. D'un côté, ce qui est constant, et de l'autre côté, ce qui change. Donc, ce qui est constant est plutôt défini par ce cercle L. L, c'est pour level, hein, le niveau. Et vous voyez que cette variable, elle est représentée par un cercle parce qu'elle est latente. Elle n'est pas mesurée directement, mais on peut inférer des caractéristiques de cette variable latente sur la base des liens qu'elle a avec les variables mesurées. Et là, on voit que les liens restent exactement les mêmes, sont fixés à 1. 1, c'est simplement une constante qui est pratique. Hein. On aurait pu mettre 2,3, mais après, c'est un peu plus dur à interpréter les résultats. 1, ça va très bien.
c'est l'intercept habituel. C'est comme dans la régression dans laquelle on a y égale bêta 0 plus. Eh bien, ça, c'est le 1 fois bêta 0, ce niveau-là. Donc, c'est le 1 fois bêta 0. Et puis, d'autre côté, s'il y a du changement, s'il y a quelque chose qui reste dans cette série temporelle, qui n'est pas constant dans le temps, eh bien, ça sera capturé, ça sera modélisé par cette deuxième variable latente, qui est plutôt C, pour changement, dans laquelle on va soit définir la forme du changement, c'est-à-dire avec quelle force, magnitude elle va influencer ces mesures répétées, soit on peut aussi l'estimer dans le cadre des modèles à équation structurale. Ces deux variables latentes, ce qui nous intéresse, c'est une moyenne au niveau de l'échantillon. Donc, ça, c'est la moyenne pour cette variable de niveau. C'est aussi ce qu'on appelle effet fixe dans le terme des modèles hiérarchiques ou multiniveaux. On a moyenne également pour le changement. Et puis, on a également, on peut permettre une variance dans le niveau, une variance, c'est-à-dire des différences entre les personnes par rapport à leur niveau constant. Il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus élevés. Ça, c'est ce qu'on appelle également un effet aléatoire dans le jargon des modèles multiniveaux ou effets mixtes. Et on a également une variance, peut-être, on peut aussi estimer la variance du changement. Est-ce qu'il y en a qui changent plus que d'autres? Donc là, vous voyez qu'on a identifié le changement intra-individuel grâce à cette variable C. On a estimé un niveau, un niveau et un changement moyen au niveau de l'échantillon. Et puis, on a également estimé une variabilité dans le niveau, mais également une variabilité dans le changement. Et donc, cette variance-là, c'est elle qui capture les différences inter-individuelles dans le changement intra-individuel de cette variable-là. Et puis, ce qui peut être aussi pertinent, c'est la covariance entre ces deux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre le niveau général que j'ai et le changement que je vais avoir, que je vais vivre pendant ces mesures répétées. Alors, je vais arrêter à moins que vous ayez des questions sur ça, et puis je passerai sur R, comme ça on peut voir ça directement, en espérant qu'on puisse bien voir. Voilà. Est-ce que vous voyez assez clairement la syntaxe sur la partie droite, et puis à gauche, tac, on aura ce qui est produit. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est assez simple. Je vais d'abord, disons, faire un peu de nettoyage. Je vais enlever tous les objets que je pourrais avoir. J'aurai besoin de quelques librairies, quelques packages. Les deux premières pour faire des représentations graphiques. Donc, déjà, je vais les activer tout simplement. Et puis, on a parlé du package NLME pour les modèles à effet mixte. Et puis, le package LAVAN. En fait, LAVAN, enfin, NLME, c'est Non-Linear Mixed Effect Models. Ça inclut également les Linear Mixed Effect Models. Et puis, LAVAN, c'est plutôt Latent Variable Analysis. Donc, deux lettres. Ce n'est pas un acronyme per se, mais c'est deux lettres par mot pour les modèles à équation structurale ou en variable latente. Alors, la seule chose que vous aurez à modifier chez vous, c'est ce chemin-là, qui est donc le chemin qui doit pointer là où vous allez mettre le fichier des données. Donc, dans mon cas, il se trouve juste là, ce qui fait que je peux lire ces données, donner, avec la commande classique read table, hein, c'est un fichier DAT. Si je veux voir quels sont les noms dans ces données, je vois que j'ai différentes variables. Je vais m'intéresser à ces variables-là, aux 5 variables verbales. Je vais plutôt m'intéresser à celle-là. Et donc, je vais réduire, juste parce que je n'aime pas avoir trop de variables à droite à gauche, je vais réduire un peu la base de données pour sélectionner toutes les colonnes, toutes les lignes, pardon, et seulement la colonne 3 à 6. Donc, 3 à 6, c'est bien verbal 0 jusqu'à verbal 5. Donc, si je fais ça, en effet, je me retrouve avec une autre base de données réduite qui a juste ces 4 variables-là. C'est ça qui va remplacer ces 5 carrés qu'on avait. On n'aura que 4 carrés dans notre cas, c'est égal. Ça marche quand même. Si je veux regarder ces données, les voici. J'utilise juste la commande head avec les 10 premières lignes. Je vois que j'ai pour chaque personne, j'ai les données en ce qu'on appelle un format large, c'est-à-dire je les ai plutôt dans une optique modèle à équation structurale dans laquelle une personne commence avec un score de 24, après elle augmente à peu près 27, 40 et puis 56. Ça, c'est une autre personne qui commence plus faiblement, 12, 14, 22,
38, elle ne pourra jamais vraiment atteindre la première. On voit déjà qu'il y a une différence entre ces deux personnes. Et celle-ci passe de 24 à 56, ça fait un beau changement. Entre 12 et 38, ça fait un changement qui est moindre. Donc peut-être ils se différencient aussi par rapport à leur changement, pas seulement le niveau général qu'ils ont. On peut aussi utiliser cette commande summary juste pour avoir une synthèse et voir un peu quels sont les scores moyens sur ces quatre différentes variables. Vous voyez que on a une augmentation qui va de 20, 25, 33, 44, donc quand même. Alors là, on ne voit pas grand-chose, hein? C'est juste quelques statistiques descriptives. Première chose toujours, c'est faire évidemment des plots. Voilà pourquoi j'ai utilisé la variable, le package Lattice. Et celui-là me permet de représenter les données avec ce qu'on appelle parfois les spaghetti plots. C'est un terme très américain, mais plutôt pratique. Ce sont vraiment les trajectoires longitudinales pour ces mesures répétées. On le pourrait faire avec tout le monde. La base de données, elle est plutôt grande. Elle contient 200 quelques personnes. Donc, vous imaginez 200 spaghettis l'un sur l'autre, on ne va pas voir grand-chose. Ici, on voit qu'il y a, dans cette base de données, il y a 204 lignes, c'est-à-dire 204 personnes. Ce que je vais faire, c'est sélectionner une vingtaine. Donc, j'utilise la commande simple qui ne fait rien d'autre que sélectionner aléatoirement 20 observations parmi ces 204 pour les visualiser. Ça sera un peu mieux. Sinon, j'aurais trop de données pour pouvoir interpréter bien ce graphique. Si je regarde ces bases de données, voilà, on voit que des lignes aléatoires ont été échantillonnées avec les mesures répétées pour chacune de ces lignes. Maintenant, on doit jongler et passer d'un format qui s'appelle large, dans lequel on a des variables différentes pour la même variable qui a été mesurée à des temps différents, donc verbal 0, verbal 1, 3 et 5, à un format qui est long, dans lequel je veux pour chaque personne maintenant plusieurs lignes. Alors, je vais utiliser cette commande très pratique de reshape. Je vais dire, ce sont là les variables que je veux prendre pour créer une seule variable verbale dans un format qui soit long. Et donc, la meilleure chose, c'est toujours de visualiser ça. Je vais d'abord les trier, comme ça, je peux le voir facilement. Et voici ces données. On voit que maintenant, j'ai pour la même personne ici, ID 1, j'ai 4 lignes. J'ai repris les données que j'avais ici, 19, 26, 33, 40, et elles sont empilées. Voilà pourquoi ça s'appelle format qui est long. On prend donc chacune de ces variables, on la met en dessous de la précédente pour avoir les mesures répétées dans un vecteur qui est long plutôt que large. Et c'est dans ce format-là qu'on pourrait les représenter graphiquement. Cette commande ici, XYPlot, c'est une vieille commande, mais qui marche toujours bien. Ça nous permet de voir ce qu'on appelle les trellis plots. Et voici ce que ça nous donne. Est-ce que vous voyez assez bien le graphique? Voilà, donc on voit un panel pour chacune de ces 20 personnes qu'on a aléatoirement tirées de l'échantillon. Et on voit ces trajectoires personnelles hein, pour chaque personne. Et vous voyez qu'il y en a qui commencent plus faiblement, d'autres qui commencent un peu plus élevés. Par exemple ici, voilà, une qui commence plus élevée, qui finit plus haut. Donc il y a bien variabilité et dans le point de départ et peut-être dans la pente également. On peut même les superposer avec cette autre commande. Et là, on voit ces spaghettis justement superposés. Imaginez 204, ça fait vraiment beaucoup de clutter, hein, beaucoup de confusion. C'est mieux avoir peut-être un 10%, 15% de l'échantillon pour les représenter, à moins qu'ils soient assez petits. Alors ça, c'est une commande plus moderne, le ggplot. Ça va avec le package ggplot2. Ça permet de faire le même graphique qu'on a là. Voilà, visualiser un tout petit peu différemment, mais vous voyez, on revient exactement sur les mêmes données. C'est juste une autre représentation graphique. Alors, une chose que je n'ai pas dite, c'est la variable temps, justement. Ici, c'est moi qui ai défini le temps à 0, 1, 3, 5. Vous voyez, 0, 1, 3, 5. En fait, ça correspond au degré d'école auquel ces jeunes enfants étaient mesurés. Là, ils étaient en première, là en deuxième. Après, ils ont été mesurés en quatrième, pas en troisième. Et après, en sixième également, et pas en cinquième. Probablement manqué de fonds ou autre.
Donc, voilà pourquoi il y a ces trous. Donc, si on pense que le phénomène qu'on observe est en lien avec le temps défini comme degré auquel les personnes ont été mesurées, il vaudrait mieux qu'on inclue ces trous-là. Ils n'ont pas été mesurés en troisième classe au temps égal 2 et en cinquième classe au temps égal 4. Voilà pourquoi on espace de cette façon-là. Sinon, on induirait artificiellement une augmentation de ces pentes en disant qu'elles ont été mesurées, par exemple, chaque année. Alors, il se trouve que les enfants, évidemment, en première, n'ont pas tous le même âge. Donc là, c'est vraiment en fonction du degré d'école. Ce n'est pas en fonction de l'âge. On pourrait faire la même analyse en fonction de l'âge. Ça serait plus compliqué dans l'approche modèle d'équation structurale. C'est plus simple ici. OK. Donc là, on a visualisé un peu les données. Vous vous rappelez cette histoire de former large et on passe à former long? Eh bien, je ne l'ai fait qu'avec les 20 pour les représenter graphiquement. Je dois le faire avec l'échantillon entier. Donc ici, je fais la même chose avec l'échantillon entier. Et quand je fais cela, j'obtiens quelque chose de très similaire dans mon environnement. Il est où déjà l'environnement? Il est là. Voilà. J'obtiens une nouvelle base de données qui s'appelle WISC Verbal Long, qui a 816 observations, parce que c'est 204 fois 4. Évidemment, je vous présente une base de données qui est toute belle, toute propre, il n'y a pas de données manquantes, etc. Ça simplifie beaucoup les choses et on n'a pas un semestre entier pour parler de tous les problèmes qu'on a dans les données longitudinales. La première chose qu'on peut faire avec cette base de données, essayons de regarder si on avait un modèle qui disait on n'a pas de changement, il n'y a que de la constance, par où passerait cette ligne moyenne? Donc, ce serait un modèle de pas de croissance, no growth. Et donc, dans ce cas-là, je peux estimer ce modèle-là avec le package NLME. J'utilise la commande LME, Linear Mixed Effects. La variable, l'output, c'est verbal, qui est donc ma variable ici dans la base de données, avec les mesures répétées empilées l'une sur l'autre pour chacune des 204 personnes. Et je dis qu'elle dépend de tilde, elle dépend de uniquement un intercept, et c'est tout. Je ne vais pas encore considérer le temps de mesure. À ça, je vais associer ce qu'on appelle un effet aléatoire, qui est donc la variance de ces facteurs level. C'est cette flèche à deux têtes qui était associée au cercle L tout à l'heure sur la dernière dia de le fichier PDF. Je vais faire ça avec la base de données en format lent. Je spécifiais l'estimateur maximum de ressemblance parce que c'est le même estimateur qui est utilisé dans le package Lavan. J'aimerais bien vous montrer le parallèle entre les deux. Donc, si j'estime ce modèle, vous allez voir, ça va très vite. C'est un modèle très simple. Il n'y a que 3 paramètres, en fait. Et je regarde le summary de ce modèle. Qu'est-ce que ça me donne? Voici ce que j'obtiens. Alors, j'ai d'abord quelques données, un peu d'informations sur ce que je suis en train de faire, quelques mesures d'ajustement. Ce sont des mesures d'ajustement plutôt relatives, c'est-à-dire dans l'ensemble, je ne peux pas juger si ce modèle, c'est un bon modèle pour ces données ou pas. Par contre, je pourrais relativiser l'ajustement de ce modèle par rapport à un autre modèle qui est estimé sur les mêmes données. Je peux donc comparer ces A et C, B et C. Les effets aléatoires, on a d'abord ici ce qu'on appelle les effets aléatoires, c'est-à-dire les variances. Alors, la variance qui est estimée, c'est la variance de l'intercept, c'est à 3,58. Et puis, il y a une variance qui est résiduelle. Et là, je vais tester ma dextérité zoom pour refaire ça. Je pense que ça vaut la peine. Cette variance résiduelle, voilà, est-ce que vous voyez bien le PDF? Ouais, OK. Donc, la variance résiduelle est celle-ci. C'est celle-ci qui est associée à toutes ces mesures répétées, qui a une variance qui est résiduelle après celle qui vient, qui a été expliquée par les variables latentes. Dans ce cas ici, on a les 5 mesures répétées, une variance associée à l'intercept, une autre au changement. Eh bien, ces deux variances-là probablement n'arrivent pas à expliquer toute la variabilité qui est contenue dans ces mesures répétées, ce qui n'est pas expliqué par les deux variances ici, de niveau et pente, eh bien, ça reste une variance résiduelle. Et du point de vue théorique, là-dedans, on peut inclure, par exemple, l'erreur de mesure ou toute autre
fait qui ferait que les enfants ont des scores différents sur la variable verbale, mais qui n'est pas en lien avec leur changement de degré d'école. Donc, vraiment une variance résiduelle pas expliquée par le facteur sous-jacent du modèle de croissance. Alors, dans notre cas, il y a un seul modèle, une seule variable latente qui était l'intercept. Donc, il y a beaucoup de variances, vous voyez, ça c'est au niveau écart-type en plus, qui tombent comme résiduelles. Donc, ça déjà, c'est un signe que le modèle, il n'est pas très bon. Si vous essayez de modéliser les données de votre variable indépendante à un écart-type de 3,6 et vous avez 11,3 comme écart-type résiduel, donc écart-type erreur, si vous voulez, c'est que votre variable d'intérêt, le niveau, explique pas grand-chose. L'intercept, au niveau moyen, donc l'effet fixe, il passe à 30,34 à peu près. 30,34, j'espère que vous voyez ma souris toujours. C'est à peu près ici, hein? C'est à peu près cette ligne ici. Tac, vous voyez, elle est là. Et ça, ce serait la prévision de ce modèle. Les personnes ne changent pas. Ils varient, hein, ils ont une bonne variabilité. Donc 3,57 au carré, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de variance résiduelle, mais il reste stable autour de 30, ça c'est la moyenne avec beaucoup de variabilité. Donc si on pense qu'il y a 98% à plus de moins 2 écart types de la moyenne, eh bien, sa variabilité, là, en gros, ça fait 7, hein, 3, 5 fois 2, 30 moins 7, 23, 30 plus 7, 33. Donc, on aurait une belle variabilité avec, on devrait avoir à peu près 98% des données dans cette fourchette-là. Ce qui n'est pas le cas, c'est un modèle évidemment qui ne marche pas bien. Alors, estimons le même modèle maintenant avec l'approche modèle équation structurale. Dans ce cas-là, on doit être beaucoup plus complet dans ce que nous aimerions dire, parce que modèle équation structurale, on peut modéliser tout ce qu'on veut, tous les liens qu'on veut entre ces variables. Ce qu'on va faire, c'est utiliser donc le package Lavan. Je vais sauter à cette partie-là de la syntaxe. Je vais définir un modèle qui s'appelle nogrow.model. C'est juste un objet que je crée qui va dessiner pratiquement le modèle que j'ai en tête. J'ai une seule variable latente qui s'appelle level, qui est définie par ce égal tilde, signifie le lien entre les cercles et les carrés. Ce sont des coefficients de saturation ou par quoi cette variable latente-là, elle est définie. Elle est définie par toutes les variables manifestes, verbal 0, verbal 1, verbal 3, verbal 5, toujours avec une force de 1. Et cette force, nous ne l'estimons pas, nous la fixons. Comme tout à l'heure dans le diagramme, j'avais montré le facteur L avec les flèches qui descendaient sur les mesures répétées avec une saturation, un poids, un coefficient de régression qui était fixé à 1. Voilà pourquoi on va mettre 1 là. OK, on fait ça. Lavan, par défaut, s'il y a un facteur, il va estimer sa variance. Donc, je n'ai pas besoin de lui dire estime-moi la variance de level. Ça va être fait par défaut. On va le voir dans les résultats. Ce qu'il fait également pour chaque variable manifeste qui est utilisée pour spécifier une variable latente, pour chacune de ces variables manifestes, Lavan va estimer une variance qui est donc résiduelle après l'effet de cette variable latente. Donc, nous avons ces variances résiduelles pour chacune de ces variables verbales 0, 1, 3, 5. Ce que nous faisons ici, c'est simplement les mettre à égalité. On va utiliser le même label qu'on utilise pour la première variable et dire pour la deuxième variable, tu m'estimes également une variance résiduelle qui est égale à ce label-là. Et comme le label, je l'ai utilisé pour la première variable, eh bien, la variance de verbal 1 sera la même que celle de verbal 0. Il s'agit d'une variance parce que j'utilise le symbole tilde, tilde. Tilde, tilde, dans Lavan, signifie une variance ou alors une covariance. Une covariance entre une variable et elle-même revient à être la variance de cette variable. Donc, on impose dans le terme technique la contrainte d'égalité de ces variances à chacune de ces variables. On n'est pas obligé. Mais simplement, je le fais parce que j'aimerais bien reproduire le modèle que j'ai obtenu tout à l'heure. Donc, quand je fais ça dans R, il ne se passe pas grand-chose, sauf qu'il a créé un objet qui s'appelle nogrow.model. Maintenant, il faut utiliser cet objet pour l'estimer sur les données. Et je vais simplement l'estimer en disant, tu utilises cette syntaxe growth, évidemment pour un modèle de croissance, qui est vraiment spécifique, tellement ils sont populaires.
ces modèles de croissance que dans le package Lavan, l'auteur a fait une syntaxe dédiée pour ces modèles de croissance. Il va donc implémenter et estimer ce modèle sur la base de ces données-là. Et quand je regarde NoGrowFit, donc je vais obtenir un objet NoGrowFit qui est l'ajustement de ce modèle pour voir quels sont les paramètres de cet ajustement et toutes les informations. Eh bien, je vais utiliser encore une fois le summary, comme j'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment le mot-clé d'honneur, c'est le summary. Alors, je vais faire un summary dans lequel je demande quelques options en plus par rapport à celles de défaut qui me permet de voir un peu mieux ce qui se passe. Alors, quand je fais ça, voilà ce que j'obtiens. J'ai l'output qui est ici, qui est un peu plus long, parce que dans la tradition modèle d'équation structurale, déjà, on aimerait bien pas seulement tester les modèles un par rapport à l'autre d'une façon relative, comme on a vu tout à l'heure pour le modèle mixte, mais également d'une façon absolue. Et d'une façon absolue, il y a donc des indices d'ajustement statistique qui nous permettent d'interpréter l'ajustement d'un modèle sur ces données. Alors déjà, dans notre cas, ce qu'on obtient, c'est une statistique de test qui, dans ce cas, parce qu'on a utilisé le maximum de vraisemblance, correspond au qui carré avec 11 degrés de liberté. Et ce qui carré, il est monstrueux. Donc, c'est vraiment hyper mauvais ajustement. Bah, il ne faut pas être statisticien. Hein. Il y a un plot qui nous dit que toutes les lignes augmentent et on est en train d'estimer un modèle qui dit les lignes restent plates. Évidemment, c'est un mauvais modèle. Mais là, c'est vraiment confirmé. On a d'autres indices d'ajustement qui peuvent être interprétés, comme le RMSEA qui devrait être proche de zéro. Bah, on est bien loin de zéro. Le SRMR qui devrait être proche de zéro aussi. On est bien loin de zéro. Ces deux-là, CFI, TLI qui devrait être proche de 1. 1 est carrément négatif. C'est terrible ce modèle. Mais bon, ça a une utilité didactique parce qu'on va retrouver des paramètres qu'on a estimés auparavant. Donc, ce que je vais faire, c'est refaire la synthèse du modèle dans l'optique mixte, ici en bas, comme ça on peut jongler entre les deux. J'avais dit que l'effet fixe de verbal est estimé à 30,34. Eh bien, on le retrouve ici comme intercept ou moyenne de ce facteur level, 30,34. C'est exactement le même chiffre avec le même erreur standard qu'on retrouve ici. Et puis, bon, pour des raisons techniques, ici, on se réfère à la distribution Z plutôt que la distribution T. C'est égal. La probabilité qu'on ait retrouvé un chiffre pareil, si l'hypothèse nulle nous disait que l'estimation de ce paramètre était zéro, cette probabilité est extrêmement faible. Carrément, là, c'est écrit zéro. Donc, c'est jamais zéro, mais elle est très, très, très faible. Qu'en est-il des effets aléatoires qu'on avait vus tout à l'heure? On avait ici un écart type de 3,57. Donc, si je copie ça et je mets ça au carré, eh bien, j'obtiens une variance de 12,78. C'est assez proche hein, à la variance que j'obtiens pour le facteur level dans l'approche Lavan. Ben, c'est le même paramètre. Hein. Cette valeur aléatoire que j'obtiens pour l'intercept dans le modèle mixte correspond à la variance du facteur level ici. Et qu'en est-il de la variance résiduelle? Eh bien, j'avais obtenu un écart type de 11,3. Si je mets ça au carré pour calculer la variance correspondante, j'ai 127,73. C'est ce que j'obtiens comme variance résiduelle dans la vanne. Donc, j'obtiens bien les mêmes paramètres. Ça ne prouve pas que les deux sont équivalents, mais c'est déjà un peu rassurant. Bon, très mauvais modèle. On est intéressé à un modèle de croissance, allons modéliser ces croissances. Donc, ce qu'on va faire, si on revient dans l'approche mixte, on va ajouter un prédicteur. Auparavant, on n'avait pas de prédicteur sauf l'intercept. Maintenant, je vais ajouter temps. Donc, j'ai le deuxième modèle, Lean Grow 1, c'est-à-dire Linear Growth, c'est-à-dire en croissance linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que je vais utiliser l'information du temps, ici 0, 1, 3, 5, et dire que simplement les enfants augmentent d'une façon linéaire. Tout le monde aura une trajectoire qui est droite. Alors qu'on voit bien, personne n'a une trajectoire qui est vraiment droite. Hein? Mais c'est ce qu'on va estimer comme prochaine étape. Je ne dois pas mettre le 1 parce que c'est par défaut. S'il y a un prédicteur, il y a également l'intercept. Je laisse comme effet aléatoire uniquement l'intercept. Ça me dit que l'échantillon augmente en fonction du temps.
entre 0, 1, 3, 5, mais ils augmentent tous de la même quantité. Donc, il n'y a pas une variabilité dans leur changement intra-individuel. Je postule qu'il y a zéro différence inter-individuelle dans le changement intra-individuel quand je fais ça. Et c'est quand même toujours un bon modèle de comparaison. On est vraiment dans une approche comparative. On va complexifier les modèles avec plus de paramètres, une interprétation plus complexe pour voir si ça vaut la peine d'aller à estimer plusieurs paramètres par rapport à des modèles plus simples. Donc, quand je fais ça et j'estime ce modèle-là, j'ai un seul paramètre en plus qui est estimé, qui est l'effet fixe associé au temps. L'effet fixe associé au temps correspond au changement prédit par ce modèle pour chaque unité de changement dans mon prédicteur temps. Donc, en passant de 0 à 1, en moyenne, l'échantillon augmente de 4,67. En passant de 1 à 3, il augmente de 4,67 fois 2, parce que j'ai deux unités, 1 à 2, 2 à 3, etc. Donc, c'est une prédiction de groupe et comme variable, comme effet aléatoire, pardon, je n'ai que l'intercept et le résidu. Bon, ça, déjà, c'est un peu plus réaliste. Déjà, j'ai plus de variabilité au niveau de l'intercept que j'ai dans le résidu. Ça, c'est déjà bien. Probablement, ce n'est pas très réaliste. On a vu qu'il y a des lignes qui sont un peu plus plates, d'autres qui sont un peu plus raides. Donc, on devrait aussi avoir peut-être un peu un phénomène d'entonnoir avec une augmentation de cette variabilité au fur et à mesure qu'on devient plus scolarisé. Le même modèle estimé dans la vanne est assez simple. On va l'appeler LinGrow 1 aussi point modèle. Eh bien, on aura le facteur level qui est toujours défini de la même façon que tout à l'heure. Et maintenant, on ajoute un deuxième facteur qui est slope ou alors change, peu importe, qui lui aura une force de 0 pour le premier temps de mesure, une force de 1 pour le deuxième, une force de 3, attention, pas 2 mais 3, et puis une force de 5 pour le cinquième. Ce 0, 1, 3, 5 correspondent aux valeurs de temps que j'ai utilisées tout à l'heure pour définir les mesures répétées dans le format long, analysées dans l'approche mixte. Donc, je dois bien utiliser les mêmes valeurs. 0, 1, 3, 5, c'est ce que je vais utiliser ici pour avoir deux modèles qui soient équivalents. Comme je définis un deuxième facteur, la vanne, par défaut, a envie d'estimer sa variance. Et comme il y avait un autre facteur qui est level, il va également estimer la covariance entre les deux. Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai fait dans l'approche mixte. Donc, je dois spécifier que la slope, cette deuxième variable latente, n'a pas de variance. Donc, je vais dire que la covariance entre slope et, pardon, entre slope et lui-même, ou elle-même, est égale à 0. Je l'ai fixé à 0. Et je vais également fixer à 0 la covariance entre les deux. OK? Donc, c'est la dernière fois que je fais ça, mais je pense que ça vaut la peine de revenir au schéma. Voilà. J'ai donc la variance du level ici. Pour le changement, j'ai ici des valeurs qui ont été fixées à 0. Vous voyez, c'est pourquoi la flèche n'est même pas là. Je n'aime pas dessiner des choses qui sont 0, donc je ne l'ai pas. Le premier bêta 1, ça sera égal à 1. Le deuxième bêta 2, eh bien, ici, ça sera égal à 2, ici 3, ici 4. Dans notre cas, c'était 0, 1, 3, 5 parce qu'on a ce saut. Hein. Et puis, dans ma variable latente du changement, je n'ai pas la variance. Et si je n'ai pas de variance, évidemment, je ne peux pas la corréler avec autre chose. Donc, la covariance entre les deux est également fixée à 0. Ces deux flèches-là à deux têtes, la variance de changement et la covariance entre le niveau et le changement ont été fixées à 0 dans la vanne. OK? Donc, je vais apprendre ce modèle à R. Après, je vais ajuster ce modèle comme j'ai fait tout à l'heure. Simplement, je dis, tu me prends le modèle, tu l'ajustes aux données, et puis je vais regarder la réponse de ce modèle. Et voici ce que j'obtiens. J'obtiens un modèle
avec voilà, j'obtiens un modèle maintenant avec un paramètre en plus qui est estimé, qui est là, qui est donc la moyenne de ce changement. Je vais refaire par analogie la comparaison à la solution précédente. Donc, avec l'approche mixte, nous avons obtenu un effet fixe de 4,67. Ici, pour notre variable latente du changement, on obtient une moyenne de 4,67. La variance de l'intercept est passée à 39,63, c'est ce qu'on obtient, et c'est effectivement cet écart type associé à intercept. Si je le mets au carré, paf, j'obtiens 39,63, et même chose pour le résidu. Je ne vais pas le faire, vous pouvez le faire. OK. Est-ce que ce modèle est meilleur que le modèle précédent? C'est ça qui m'intéresse. J'ai ajouté un paramètre. Est-ce que je gagne dans l'ajustement? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est comparer les deux modèles, le précédent et celui-là. Je peux le faire avec l'approche modèle mixte, ici, et je vais utiliser la variance ANOVA. Alors attention, là, R ne va pas calculer une analyse de variance, mais elle va comparer deux modèles qui ont été testés sur la même base de données. Et de préférence, ces deux modèles sont emboîtés. Ça signifie qu'un modèle a tous les paramètres de l'autre et au moins un paramètre en plus. C'est le cas pour nous. Le deuxième modèle estime la moyenne de l'effet temps en plus, parce qu'il permet à la ligne maintenant de passer de plate à avoir une pente positive. Est-ce que ça vaut la peine d'estimer ce paramètre-là en plus? Eh bien, on peut faire cette commande-là et on voit que dans un cas, il parle en termes de degré de liberté, mais en vérité, ce sont des paramètres estimés. Un modèle plus simple, il en a 3, l'autre, il en a 4. Si on compare les deux, eh bien, on a gagné 1124 points de qui carré parce qu'on est passé, on va le voir, plus directement dans l'approche modèle équation structurale. Si on fait la même chose, voilà, on obtient une output qui est similaire, mais un tout petit peu différent. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un modèle qui est en qui carré de 1383, c'était le premier, le deuxième 258, et la différence entre les deux, chi-square difference, c'est 1124. C'est la même différence qu'on a obtenue dans l'approche modèle mixte. Et l'hypothèse nulle qui est testée ici, associée à ça, est que cette différence-là ne soit pas significative. Autrement dit, ça ne vaut pas la peine d'ajouter ce paramètre-là. Eh bien, le qui carré peut vraiment être interprété comme la distance entre les données et la prédiction du modèle. Le premier modèle était à 1300, très éloigné. Le deuxième à 258, toujours éloigné, mais beaucoup plus proche. La différence entre les deux, c'est le gain qu'on a obtenu dans l'ajustement, qui est de 1100, qui est vraiment un gain hautement significatif. Donc oui, ça valait bien la peine d'estimer ce paramètre en plus. Dernière étape qu'on peut faire, c'est de dire, OK, on admet qu'il y a un changement intra-individuel au niveau moyen de l'échantillon, mais également qu'il y a une variabilité dans ce changement-là, qu'il y a des enfants qui changent plus que d'autres, qu'il y en a qui apprennent plus pendant ces 4 ans en capacité verbale que d'autres qui vont apprendre moins. Donc, des lignes avec des pentes différentes. Eh bien, pour faire ça, dans l'approche multiniveau, tout ce qu'on doit changer, c'est dans la partie random, dans les effets aléatoires. On va ajouter, pas seulement l'intercept, mais on va ajouter le temps. On va dire que le lien entre temps et verbal, en fait, peut varier au travers nos ID, nos sujets. Donc, on va estimer ce dernier modèle pour l'approche multiniveau. Regardez le summary de cela. Et on voit ici, dans les effets aléatoires, effectivement, on a une variabilité de 4,46 au niveau écart type pour l'intercept. On a une variabilité de 1,24 pour le changement, qui est quand même une grande variabilité. Ça signifie que vous avez une moyenne, vous ajoutez 2 fois cette estimation. Enfin, oui, l'écart type. On a 98% de l'échantillon à moins de plus 2 écarts types de la moyenne. Ça signifie que 1,24 fois 2, ça fait 2,48.
Vous avez une moyenne, 2,48 en dessous, 2,48 en dessus, ça fait 5 points, ça fait quand même une belle fourchette de variabilité par rapport à ce changement-là par an. Et on peut faire la même chose avec la vanne. Eh bien, je vais reprendre le modèle d'avant et je vais juste enlever ces deux contraintes-là. Les deux contraintes où j'ai dit il n'y a pas de variabilité au niveau de la pente et il n'y a pas de covariance. Je vais simplement les effacer parce que par défaut, si je définis un facteur level et un autre slope, la vanne va estimer les deux variances avec leur covariance. J'ajuste ce modèle, je regarde ce que j'obtiens comme résultat et encore une fois, je vais faire la comparaison avec l'approche multiniveau. Et je me retrouve à voir au niveau des effets fixes, on a pour l'intercept 19,82, pour le temps 4,67. C'est exactement ce que je retrouve avec la vanne 19,82, 4,67. Vous obtenez ces écarts types-là, vous les mettez au carré, vous allez obtenir le 4,45 au carré, ça va être 19,85 pour la variance du level. L'écart type 1,24 pour le temps, ça va être 1,53 si c'est mis au carré. Et pour le résidu également, on aura une variabilité qui correspond entre les deux. Est-ce que ce modèle est meilleur que le modèle précédent? Est-ce que ça vaut la peine d'estimer une variabilité au niveau du changement intra-individuel? On peut encore une fois comparer les deux modèles. Et là, maintenant, on a 2 degrés de liberté de différence. Oui, parce qu'on avait la variance de la variable latente changement et la covariance entre les deux. Donc, on va tester les deux ensemble. Et là, on a gagné 179 points, 179 points supplémentaires au niveau du qui carré dans l'ajustement. Donc, on est passé d'une distance assez éloignée de 258 à peu près 80. Donc, on s'est encore rapproché de on a une meilleure prédiction. Voilà, une dernière chose qu'on peut faire avec l'approche modèle équation structurale, c'est ce qu'on fait habituellement quand on fait des analyses factorielles. On estime les coefficients de saturation. On ne va pas les fixer à quelque chose de linéaire forcément. Alors linéaire, c'est intéressant parce que ça permet de tester si le processus évolue d'une façon linéaire. Eh bien, on peut également dévier de cette linéarité simplement en estimant ces deux coefficients de saturation-là. Alors, pour une raison, je n'ai pas trop le temps d'expliquer, il faut que deux coefficients de saturation restent fixes. Donc, je vais garder le premier à 0, le dernier à 1, et le deuxième à 1. Par contre, le troisième, plutôt que le fixer à 3, je vais l'estimer. Et le cinquième, plutôt que le fixer, le quatrième, plutôt que le fixer à 5, je vais estimer cela également. Pour le reste, c'est exactement le même modèle que je viens d'estimer ici. Donc là, j'estime la forme de changement, donc estimated growth. Et si je regarde ce que j'obtiens, je vois que dans la définition des variables latentes, le facteur changement maintenant, il a un coefficient de saturation, le premier qui est 0, qui a été fixé, donc il n'y a pas de test statistique qui va avec. Le deuxième est fixé à 1, c'est donc le 0 ici et le 1 qui est là. Le troisième et le quatrième commencent à 3, commencent à 5, mais ce sont juste des valeurs de départ. En fait, ils sont estimés à des valeurs différentes. 2,26 et 4,28. Et ça signifie que selon ce modèle, en fait, on a plus de croissance entre le troisième et le cinquième temps de mesure, parce qu'on passe de 2,26 à 4,28, qu'on avait entre le deuxième et le troisième, parce que là, on a augmenté de 1,15. Donc, il y a plus de changements entre 2,25 et 4,28 qu'on avait avant entre 1 et 2,26. Donc, ça signifie que c'est un changement qui démarre forcément d'une façon linéaire entre la première et la deuxième vague. Après, il se tasse un peu et après, il reprend un peu le poil de la bête vers la fin. C'est là qu'on voit plus de différence. Et ce modèle, est-ce qu'il est meilleur du modèle qui testait, qui disait que c'était un processus linéaire? Oui, parce que ces deux coefficients de saturation, 2 degrés de liberté,
nous ont fait gagner 57 points de qui carré. Donc, on s'est encore approché plus des données. Et cette fois-ci, on est vraiment dans une zone d'ajustement plutôt acceptable. Si je reviens sur ces indices d'ajustement de tout à l'heure, on voit que ces deux-là sont proches de 1. Et celui-là, bon, il n'est pas très proche de 0, mais OK, ça va. Et CRMR est un peu plus proche de 0. C'est un modèle qui peut être défendu, ce modèle-là. Voilà, comme j'ai dit, c'est matière d'un semestre, pas d'une petite heure, mais au moins ça vous permet de voir un peu quelles peuvent être des pistes de départ par rapport à ce type d'analyse-là et j'espère vous donner un syntaxe qui peut être utile pour vos travaux. Ouais, bah merci beaucoup. Je pense que c'était une super introduction et très claire, très didactique. Donc, merci beaucoup. Merci. Euh, et ben, je sais pas si on prend 3 minutes, si quelqu'un avait juste une petite question, si c'est possible. Enfin, je sais pas s'il y en a. Oui, pour moi, il n'y a pas de souci. Ok, bah, s'il y a des gens qui ont des petites questions rapides. Moi, j'ai volontiers deux petites questions, si on a le temps. Merci beaucoup, Paolo. Salut Deux Fanny. questions rapides. La première, c'est tu as présenté vraiment deux types de packages différents. J'ai vu le papier que tu avais envoyé aussi, où il y avait aussi différents packages. Est-ce que tu as des recommandations par rapport auquel utiliser? Est-ce qu'il y en a un qui, au final, est mieux que l'autre? Là, tu montres Alors, qu'on obtient les mêmes résultats, mais donc, quand il s'agit après de vraiment interpréter nos résultats, de bien les comprendre, est-ce que tu en favoriserais un plutôt que l'autre? ouais, ça dépend vraiment du but de l'analyse et aussi les données, hein. Donc là, on avait ce qu'on appelle une situation équilibrée ou balanced en anglais parce que tout le monde est mesuré au même temps de mesure. On a vraiment premier degré, deuxième degré, quatrième degré, sixième degré. C'est pas très intéressant. Enfin, peut-être oui, en sciences éducation, ça peut être intéressant de modéliser un processus par rapport au degré scolaire. Nous, en psychologie, peut-être qu'on est un peu plus intéressé par rapport à l'âge. Si on prend l'âge, évidemment, on n'a plus cet équilibre, hein. Au degré 1, bah, les enfants, elles peuvent varier de 11 mois et 30 jours presque. Ça dépend vraiment. Ici à Genève, c'est une date qui fait la loi et c'est impossible de déroger à ça. Donc, on se retrouve avec des enfants qui ont presque une année de différence dans la même classe. Ce qui fait que les données sont très éparpillées partout. Dans ce cas-là, évidemment, l'approche mixte est beaucoup plus intuitive, Ok. beaucoup plus simple. Elle arrivera à mieux respecter cette variabilité-là dans le prédicteur temps. Dans l'approche modèle d'acquisition structurale, donc la vanne, ce qu'on a, c'est plus de liberté. Cette égalité de variance que j'ai imposée, bah, je peux l'enlever. Parce que peut-être je dis, bah non, j'ai plus de variance résiduelle à la fin par rapport au début. Bah, j'enlève ces lignes-là de la commande et c'est tout. Là, je peux vraiment estimer ce que je veux. Je suis un peu plus coincé dans l'approche mixte, même si là aussi, il existe des façons de dévier. Mais ça demande déjà un peu plus de dextérité, je dirais. Donc, ça dépend vraiment des données et des questions théoriques qu'on a. Ouais. Excellent. Et en rapport avec ça, en cas de données manquantes, est-ce que, imagine typiquement plusieurs points de mesure et j'ai à des moments des participants qui ont raté mais qui reviennent plus tard et ça va pas être au même moment, est-ce que là, une des deux marche mieux, une des deux approches? Non. Alors, elles sont du point de vue statistique, sont vraiment équivalentes, hein. Donc, les Ok. deux utilisent là le maximum de Maximum, vraisemblance. Ce ouais. qu'on peut faire, c'est espérer que les données manquantes sont dues à soit quelque chose d'aléatoire, le fameux missing completely at random, soit alors à quelque chose qu'on aurait mesuré et qu'on peut inclure dans le modèle. Imaginons ce qu'on a ici, l'état de santé de ces enfants. Et il y a des enfants qui ne peuvent pas revenir à un moment donné parce qu'ils sont en mauvaise santé. Eh bien, ce prédicteur santé, j'ai intérêt à l'inclure dans le modèle, même si je ne suis pas intéressé. Et ça, la façon de le faire, c'est peut-être un peu plus flexible dans l'approche modèle équation structurale que dans l'approche modèle mixte. Donc, ça me permet de rapprocher la situation des données manquantes à ce qu'on appelle missing at random. Donc là, ça sera un peu mieux. Après, il y a une toute autre école des gens qui aiment bien imputer les données, imputer plusieurs fois, donc avoir le multiple imputation, qui est une littérature qui est absolument fascinante, mais voilà, qui nous sort de ce problème d'avoir des données Ouais, manquantes, mais qui, elle aussi, a quand même des postulats qui sont posés par rapport aux mécanismes qui donnent lieu à des données manquantes. super, merci beaucoup. Plaisir. Il y avait une dernière question.
A priori, non. Et ben, on va s'arrêter là. Ah, pardon. Non. Oui, non, je voulais juste dire, sur le web, alors comme toujours, hein, c'est comme l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de poubelles, mais on trouve aussi des excellentes ressources. Et ces deux packages, que ce soit NLME ou alors un autre encore qui est très utilisé, LME4, ou alors la vanne, pour les deux, vous trouvez vraiment beaucoup de bons matériels. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien montrer qu'ils savent, qu'ils connaissent bien, donc ils mettent tout leur matériel d'enseignement sur le web. Donc là, vous avez vraiment énormément de ressources, des livres gratuits, open, etc. Euh, c'est fan, quoi, si on a besoin de faire ça. Ok. Alors, et ben, du coup, cette fois-ci, on va s'arrêter là. Ben, merci encore une fois, Paolo, d'être venu. C'était vraiment très clair, comme tout le monde l'a dit dans le chat. Et puis, ben, merci à vous toutes et tous d'avoir été là aussi. Et puis, on se retrouve le mois prochain et j'ai plus le thème sous les yeux, donc vous savez ce que c'est. Et puis, on vous renverra un petit mail de toute façon. À bientôt tout le monde et merci Paolo. Super, merci à vous, au revoir, bonne fin de journée. Merci.